les différences génétiques vont être au sein d'une espèce, qui va permettre l'évolution des espèces. La diversité des organismes, donc c'est tout ce qui est toutes les espèces différentes, donc les variations interspécifiques mais aussi intraspécifiques. La diversité des écosystèmes, des différents habitats. Et tout ça rentre dans le cadre de diversité des processus écologiques ou des actions naturelles, tout ce qui est la diversité des processus chimiques, hydrauliques, biologiques, climatiques. Donc en chiffres, la biodiversité, dans le monde, et entre parenthèses à l'échelle de la France métropolitaine, 5 000 mammifères, 6 000 amphibia, 7 000 reptiles, 10 000 oiseaux, 45 000 araignées. C'est déjà énorme. Mais les plantes, déjà, c'est plus de 350 000. Et dès qu'on rentre dans les insectes, c'est plus d'1 million d'espèces d'insectes présents dans le monde, 40 000 en France. Sauf que ce chiffre, en fait, c'est ce qu'on connaît. Il y a des estimations qui évoquent jusqu'à 600 millions d'espèces. Et toutes ces biodiversités, si on veut essayer de penser pour nous, à quoi peut servir? Ils sont obligés de servir à quelque chose. Dans le cadre de nos activités, à quoi peut servir? Alors, des services tels que la production d'oxygène, la dépollution de l'air, donc stockage du carbone, du CO2, la pollinisation, donc ce qui est fécondation des fleurs pour produire les graines, les fruits et les graines, le recyclage de la matière organique essentielle, sinon on vivrait dans un monde rempli de merde et de feuilles mortes. La fertilisation des sols, l'épuration de l'eau, la prévention des inondations, par notamment le couvert végétal, et après tout ce qui est émotionnel et bien-être. Toutes ces actions, en fait, rentrent dans le cadre des services écologiques, ou ce qu'on appelle aussi services écosystémiques. Et l'un des services écosystémiques, qui va nous concerner ici, c'est le contrôle naturel des ravageurs. Ça passe par les prédateurs, avec des insectes tels que les coléoptères, les dermatères, les diptères, les hétéroptères, donc c'est les punaises, les négrophères, les araignées ou les vertébrés, oiseaux, reptiles, chauves-souris. Les parasitoïdes, donc ça va être des insectes qui vont fondre dans l'arbre, notamment les chenilles, comme la caille de chou, et les larves vont se développer à l'intérieur de la chenille pour appeler et éclore pour faire un nouveau type. Et les micro-organismes, tout ce qui est champignons qu'on appelle de sel, bactéries, virus qui sont souvent mis de côté. Il y en a qui servent aussi en biologique, par exemple les bacilles. Et tout ça, donc ça reste dans un panel large de solutions qui sont. C'est pas une seule solution qui va permettre de régler un problème, c'est tout un panel de solutions qui sont complémentaires entre elles. Donc ce contrôle naturel, c'est ce qu'on a appelé la biologie. Donc soit c'est la biologie classique, donc c'est l'introduction et l'acclimatation d'un auxiliaire qui est exotique, qui a été sélectionné pour ça, typiquement par exemple la coccinelle adaptée. La biologie par lâcher augmentatif, donc on va lâcher dans les serres soit un petit nombre, un inoculum, soit vraiment en grande quantité, on inonde totalement le milieu, soit ça va être la biologie par conservation, afin de favoriser la présence et l'efficacité des auxiliaires indigènes qu'on va trouver naturellement dans le milieu, et ça va passer par des méthodes agroécologiques et aussi l'abandon des pesticides. Donc, d'un point de vue un petit peu plus ministériel, un auxiliaire de culture, c'est un être vivant qui va détruire les ravageurs ou atténuer leurs effets. Il s'agit donc d'animaux tels que les insectes, les araignées, les vers les oiseaux. C'est aussi des parasites, des micro-organismes, comme je disais. Donc, en fait, c'est tous les organismes qui aident, assistent et secondent. En gros, là, on parle des ravageurs, mais dans les auxiliaires de culture, on peut aussi du coup élargir cette notion à tout ce qui est pollinisateurs, recycleurs et matière organique. C'est tous les auxiliaires qui vont venir nous aider, nous assister dans les cultures qu'on peut faire. Et donc, ces régimes alimentaires, en fait, ils ont un rôle agronomique. Les phytophages, les herbivores, ont un rôle de ravageur. Ce rôle-là, il est indispensable pour quand même stimuler les plantes. Et sans les ravageurs, on n'aurait pas d'auxiliaire. Donc, il faut trouver un équilibre entre les deux dans un milieu, un équilibre sain. Il n'y a pas de pullulation normalement, tout est équilibré. Donc s'il y a une pullulation, c'est qu'il va manquer l'antagoniste naturel. Et donc les auxiliaires, les carnivores, les prédateurs et les parasitoïdes, les pollinisateurs, les recycleurs. Donc là, on va faire un petit tour, un petit panorama de tous les groupes de faune auxiliaires, en commençant par les amphibiens qui sont des prédateurs. On a les tritons, les salamandres,
et tout ce qui va être grenouille crapaud. Donc en fait, tout au long de leur vie, que ce soit au stade juvénile ou au stade adulte, ça va être des mangeurs, notamment d'insectes. Les reptiles, avec les lézards, donc les petits, les lézards vont plus manger ce qui est insecte, et après donc, on a les serpents, avec eux qui vont plus manger tout ce qui est petits micro-mammifères. Et là, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un serpent? Un orvet, oui, exactement. Qui est totalement inoffensif, hyper craintif et on s'arrête quand même cruel de vos yeux. Les oiseaux, donc au sein des oiseaux, il y a les prédateurs et les ravageurs. Les ravageurs, c'est tout ce qui est carnivore, frugivore, mais ce qu'il faut savoir, c'est pour leur juvénile, pour les oisillons, il faut essentiellement des insectivores. Donc même les oiseaux qui vont manger à l'état adulte des graines, des fruits, vont chercher des insectes pour le développement des juvéniles. Donc un petit panel d'oiseaux, avec notamment les mésanges, qu'on va souvent attirer l'hiver avec des graines et de l'eau, et qui, à partir du printemps, vont rechercher des insectes pour leur bébé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, un couple de mésanges va récupérer jusqu'à 200 ou 400 insectes, chenilles notamment, surtout des chenilles, pour leur descendance. Et il y a 2-3 reproductions par an. Ça commence déjà à faire un petit peu. Voilà des exemples de nourrissage. Et on voit un peu de picorage d'oiseaux qui viennent un petit peu réguler les pucerons. C'est pas un oiseau tout seul qui va venir réguler tout, c'est toujours un ensemble. Quelques résultats par rapport à des rapaces. Donc ça vient du CPIFL. Ils ont mis en place dans un verger d'abricotier, il me semble, des perchoirs avec un appareil photo pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on va trouver sur ces perchoirs dans les vergers. Et il y a notamment des rapaces. 9 rapaces différents. Donc, il faut qu'on presse la buse d'Ariane, mais aussi la bonté activore, le pendu d'Europe et autres rapaces confirmés. Et voilà des photos avec leur proie. Donc, les rapaces vont manger quand il y a des campagnols, du lot, des lézards, des couleuvres, un peu tout ce qu'on va trouver. Et voilà, c'est vraiment très très intéressant pour lutter contre les micro-mammifères. Il y a aussi des cas un peu plus particuliers, comme la lutte facile et le relais d'Europe. Alors, vous voyez qu'il va manger ça, il va se faire plaisir pendant un petit temps. Les mammifères, avec des prédateurs, des ravageurs, des omnivores. Les prédateurs, on a un panel de prédateurs, vous en connaissez un grand nombre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le renard, dans une année, un individu, un renard, peut manger des centaines, voire des milliers de rongeurs. On peut placer en nuisible et on reste un petit peu à discuter. Et d'autres mammifères qui vont être essentiellement insectivores, même s'ils ne crachent pas sur ce qui est mollusques ou autres, ça va être les taupes, les hérissons, les musaraignes, et donc les chauves-souris qui sont, par chez nous, exclusivement insectivores. Donc voilà, tous chez les vertébrés, voilà, c'est pas la chevalerie d'Athéna toute seule qui va venir réguler les mammifères. C'est toujours un ensemble. Je vais le répéter plusieurs fois, mais voilà, c'est les reptiles, c'est les mammifères, c'est les oiseaux qui vont venir réguler la population, les populations de micro-mammifères quand il y en a. Tout autre groupe, les annélides et les mollusques, donc les annélides qui vont être des recycleurs, des décomposeurs, et les mollusques qui vont être des ravageurs et des recycleurs. Avec les vers de terre, ici, mollusques, il y a une magnifique scène de reproduction de limaces, avec des vers de terre qui vont être vraiment primordiaux. Il y a tout en ça dans les milieux pour la structuration, l'aération, l'amendement du sol. Sans vers de terre, et notamment à cause des pesticides, on va se retrouver avec un manque cruel en quantité de vers de terre qui va venir créer des déstabilisations énormes sur le sol avec des risques de glissement de terrain, d'inondation, ça rend le sol totalement stressé. On va rentrer dans les insectes. Il y a un bouquin qui est super bien pour ça. C'est pour l'arboriculteur fruitière, mais il y a des choses qu'on peut retrouver. Un bouquin Biodiversité et régulation des ravageurs en arboriculture fruitière, du CPIFL, avec un tableau qui présente un petit peu tous les groupes et leurs fonctions, entre prédateurs, parasitoïdes, parasites, paralyseurs.
Alors, les araignées, c'est ce qui est araignée, faucheux, acariens, donc les prédateurs. Et il y a aussi des acariens qui sont ravageurs, mais essentiellement, ils sont eux-mêmes régulés par d'autres acariens. On aura un exemple après. Donc voilà, les araignées. Chez les araignées, en fait, on va en trouver dans différentes strates, strates herbacées, strates arbustiques, strates arborées. Il y a très peu d'échanges entre ces différentes strates. Donc, c'est primordial de trouver toutes les différentes strates pour pouvoir venir réguler sur tout type de milieu. Et voilà des acariens, avec notamment les typodromes qui vont venir réguler les populations d'acariens tisserands ou d'acariens rouges. Les mille-pattes et les crustacés, donc là ça va plus être des recycleurs, aussi prédateurs pour les mille-pattes. Voilà, donc pareil, totalement indispensable pour pouvoir venir décomposer la matière organique pour qu'elle puisse être ramenée au sol et donc similaire pour les végétaux. Et les insectes. Alors là, il y en a beaucoup, des prédateurs, des ravageurs, des omnivores et de très nombreux qui, pour nous, n'ont pas d'intérêt, même s'ils ont un intérêt énorme pour les écosystèmes. Alors, les orthoptères, on divise en piquets, sauterelles, les courtilières, lions. Donc les piquets qui sont ravageurs, ça reste des petits ravages, donc ça va manger les feuilles, mais c'est possible que le piquet italien, en année sèche, il est en fait débarrassé de son champignon entomopathogène. Et donc là, il y aura des pullulations qui peuvent nous causer des dégâts. Après, sauterelles, le piquet, qui seront des prédateurs. Les rhaphidioptères et les dermoptères. Donc les dermoptères, c'est les perce-oreilles. Rhaphidioptères, rhaphidies, donc ça, ce sont des prédateurs et des omnivores. Donc perce-oreilles, vous connaissez, voilà un exemple des rhaphidies. Donc chez les perce-oreilles, ça va surtout manger les végétaux et les pucerons. Ça va notamment bien contrôler les pucerons lamigères dans les vergers de pommiers. Ça va aussi s'attaquer en fin de saison, en plein été, quand on manque de nourriture et manquer d'eau, des fruits mous, d'eau qui se flèche. Ça va venir, voilà, il leur manque de l'eau, il leur manque de la nourriture, et ils vont la trouver où ils veulent, notamment dans les espèces bien filtrées, et venir aussi se loger dans les noyaux. Les névrotères, donc ça c'est des insectes qui sont très très importants à reconnaître, c'est les chrysoptes. Avec la vie des chrysoptes, on dirait un peu butiné dans les fleurs. Mais ce qui est hyper important chez les chrysoptes, c'est leur larve. On les appelle aussi les lions de pucerons. C'est en haut, c'est les deux, c'est là. Les larves de chrysoptes sont d'énormes voraces de pucerons. Et ils ont des moyens de défense. En fait, ils se camouflent en utilisant le squelette exilé des pucerons pour se protéger en fait des fourmis qui vont venir un peu défendre les pucerons. Et là, on a les œufs. Des œufs qui sont suspendus par un petit filament avec le faubourg. Là, c'est vraiment on a ces œufs-là, c'est des chrysoptes, c'est parfait. C'est des petites larves en train d'éclore. Les hétéroptères, les punaises, donc, avec des prédateurs et des ravageurs. Les prédateurs, ça va surtout être, les ravageurs, ça va surtout être les pentatomes, donc c'est les grosses, c'est les punaises qu'on a l'habitude de voir, c'est les punaises vertes, la punaise du chou, et tout ça. Et parmi les pentatomes, il y en a quand même une qui est ici, c'est la zicrone, qui elle va venir prédater les larves de doripores, Et à côté, des punaises prédatrices, des rédules, des nabidés, des anthochoris qui vont venir se nourrir d'acariens et de pucerons et de tris, et des myridés comme les ptérosomes. Les zoonoptères, donc là, les pucerons, les cochenilles, les cicadelles, peut-être des ravageurs. Avec un autre puceron et au milieu, ceci qu'on va retrouver après. On verra après ce que c'est. Donc les pucerons qui vont venir, donc plutôt c'est un développement printanier. Et en fait, sans ces pucerons, il n'y aurait pas tout ce qui est le développement après des auxiliaires. Donc les pucerons se développent avant les auxiliaires. Et après, ils vont venir tout ce qui va venir pour les pucerons. Donc c'est normal qu'il y ait des pullulations, mais après, il est régulé. Et ici, on a un puceron qui a été momifié. C'est-à-dire qu'il a été, il y a un parasitoïde qui est venu pondre dedans, une microquette qui est venu pondre dedans. Là, tous les points blancs, c'est justement des pucerons qui sont momifiés.
Et qui modifie ces pucerons? C'est les inopières parasitoïdes notamment. On a un exemple d'une microguette qui va venir c'est un dixième de seconde, va venir piquer le puceron, va se développer à l'intérieur pour émerger, et après il va reprendre pareil. C'est un cycle extrêmement court, donc c'est vraiment très très efficace contre le puceron. En haut, on a aussi, donc là, par rapport à la pyramide des choux, on a la fentèle qui va venir pondre dans la chenille. Les larves vont se développer à l'extérieur et la chenille va mourir, et c'est de nombreuses infantelles qui vont ressortir. Voilà, par rapport aux microménos, il y a 55 000 espèces qui sont décrites. On estime qu'il y en a beaucoup plus. Elles attaquent les pucerons dès leur apparition. L'incubation, elle est très courte, c'est un jour, et le développement en quelques jours. Les femelles, ça prend une quarantaine d'œufs par jour. Donc, c'est une quantité énorme. Il y a un peu de parasitisme du coup qui peut atteindre jusqu'à 84%, 99% des pucerons. Par contre, la peau dans l'os est parfois dans le sol. Donc, un labour, c'est fatal. Autres hyménoptères, les guêpes, qui sont des prédateurs des nécrophages et aussi à moindre mesure des pollinisateurs, avec là des guêpes qui vont venir manger une chenille de macarons, sachant que dans la chenille il y avait aussi des larves d'un parasite, donc ils se font fait plaisir, ils vont manger les larves, ils vont manger la chenille, ils vont tout manger. Et là on est obligé d'y passer par là, une petite différence entre le frelon européen et le frelon à pattes jaunes, aussi appelé frelon asiatique, qu'on reconnaît à ces pattes jaunes, et elles sont encore un peu plus noires. Et généralement un peu plus petit. Et là, les mandibules d'un frelon européen. On va en bien attirer pour venir manger, découper et manger les chenilles. Les fourmis, autres hyménoptères, qui sont parfois considérés comme nuisibles parce qu'ils vont venir en fait défendre les colonies du front pour se nourrir du miel. En défendant, ils vont un peu empêcher les autres insectes de venir dessus, mais donc ça va empêcher tout ce qui va être coccinelle et autres insectes auxiliaires, mais ça va aussi les défendre et donc empêcher certains autres prédateurs, ravageurs, qui pourraient être un peu plus néfastes que les pucerons. Et c'est aussi des superbes bâtisseurs qui vont venir un petit peu modifier tous les écosystèmes, notamment dans les forêts, avec les fourmis rouges qui font d'énormes fourmis. Les spéciales les eux-mêmes, donc là c'est des paralyseurs, donc en fait les adultes pour leurs larves vont venir paralyser, vraiment paralyser, et conserver du coup les larves, les chenilles ou autres à l'état vivant, mais incapables de bouger, et les larves vont devoir venir dévorer tranquillement une chair bien fraîche et bien tendre. Et là on a le pimpredon qui lui est plus spécialisé sur les pucerons. Les abeilles, qui sont elles des pollinisateurs, les meilleurs pollinisateurs qui soient, qui ont totalement évolué pour ça, qui à l'état larvaire vont manger du pollen, c'est là qu'on trouve leur source de protéines, et à l'état adulte le nectar, avec un panel, il y a plus de 1000 espèces, près de 1000 espèces, pardon, et une seule qui fait du miel, c'est l'abeille rouge. Les autres sont des abeilles sauvages, qui ne font pas de colonies, mais qui participent à plus de 70% à la pollinisation des plantes cultivées. Voilà d'autres avec le xylocoque qui est la plus grande espèce d'Europe. Et les bourdons qui font partie des abeilles avec plus de 60 espèces. Et les nomadas, ça ressemble un peu à des guêpes, mais ils sont pourtant des abeilles. Et les épinoptères, les larves, donc les chenilles, sont des ravageurs. Et les adultes qui sont des pollinisateurs. Chez les papillons, on connaît bien les papillons de jour. Il y a les papillons de nuit. 90% des papillons sont des papillons de nuit. Et parmi eux, il y a quelques-uns qui ont des impacts économiques sur des cultures, notamment en Argentine. Les coléoptères, un très grand groupe dans lequel on retrouve les carabes, les staphylins, les coccinelles, les vermisans, les cantarides, et j'en passe qui sont des prédateurs, les busiers, les cétoines, les longicornes, les licanes qui sont des décomposeurs, et les chrysomèles, charançons, qui sont plus des ravageurs. Donc là, les carabes qui vont se nourrir de mollusques et d'escargots, de mollusques pardon, et de vers de terre notamment, donc escargots, limaces et vers de terre, les staphylins,
On voit les belles mandibulles, bien adaptées aussi. Et donc les vermigents, qui vont venir en fait eux se nourrir des cerveaux en injectant des toxines, ça va liquéfier avec comme une paille, ils vont venir un petit peu voir l'intérieur de la coquille. Les coccinelles, avec tout un panel de coccinelles. On a près de 132 espèces chez nous, dont la coccinelle élastique qui a été importée justement pour faire une lutte biologique. Sauf qu'elle rentre en concurrence avec les autres coccinelles et alors que toutes les autres, la plupart des autres coccinelles sont aussi mangées de pucerons à l'état larvaire ou à adulte. Donc en fait, la réponse naturelle, elle y est, il faut juste pouvoir la favoriser, la développer. 132 espèces décrites, donc 4 stades larvaires en 4 semaines. Un info des cours aussi en 7 à 10 jours. Ça consomme environ 32 pucerons par jour, donc soit 5 à 6 000 pucerons dans les 4 stades larvaires. Une femelle, ça compte 500 à 2000 œufs. Donc le potentiel est énorme pour une seule femelle. Une seule femelle, vu avec les œufs qu'elle va pondre, au final, une femelle peut arriver jusqu'à 1 300 000 pucerons de dévorer grâce à une seule femelle et sa descendance. Et donc les plantes attractives, ça va être les légumineuses, telles que les vesses, les luzernes, les févroles, et aussi donc l'ortie ou la tamétie. Autre coléoptère, on disait, c'est plus là des décomposeurs. Ça va être le lichen cerf-volant, des longicornes, là ça va être des copropages, bousier et acutus, des cétoines, des hannetons en haut. Différence entre un cétoine et un hanneton. Le cétoine, on va le trouver dans les composts, en grand nombre, tarotypeur. Petite tête, gros cul. Et le ravageur, le hanneton, qui va manger les racines, gros tête, petit cul. L'autre moyen aussi, c'est, si vous n'êtes pas sûr, vous mettez un hanneton dans un compost, le hanneton, c'est pas son milieu, il va mourir. Donc, si on n'est pas sûr, on met dans le compost. Si c'est un cétoine, il va être content. C'est au bon endroit, si c'est un hanneton, c'est pas sûr pour lui, mais c'est pas son milieu. Les diptères, donc avec les mouches, les moustiques, les cires, donc les vecteurs ravageurs, il y a très nombreux auxiliaires. Et la plupart des adultes sont des pollinisateurs. Voilà un panel de diptères, avec les mouches domestiques, les mouches à merde et les mouches à viande qui vont venir jouer le rôle de recycleurs, les asiles, qui vont venir capturer les proies, les taquinaires qui sont des parasites, les moustiques, qui sont un maillon essentiel, c'est un peu le plancton de la vie terrestre, en fait. C'est une quantité énorme, et sans moustiques, si dans chaque mondant on distribuait tous les moustiques, il y aurait un impact énorme sur tout ce qui est chauves-souris, oiseaux qui consomment énormément de moustiques. Donc, nous, on n'aime pas les moustiques, sauf que si on les mange tous, ça a des règles totalement d'eau et au final, on s'en sortira pas bien. Et il y a un groupe hyper important, c'est les mouches, c'est les diptères, c'est les cires. Donc, c'est des petites mouches, généralement, certaines vont ressembler à des bourdons, mais c'est des mouches un peu jaunes et noires. Très bon pollinisateur, et la larve en plus c'est aussi très grande consommatrice de pucerons. Plus de 540 espèces de cires, 40 à 50% d'elles consomment des pucerons. Le cycle complet il se fait en quelques semaines, parfois plusieurs années. Il y a 500 à 600 pucerons qui sont consommés durant les stades larvaires. La nato est de 10-15 jours. Les femelles comptent 2000 à 4000 œufs. 2 à 7 générations par an. Et ça revient beaucoup, et du coup il y a une grande quantité de pucerons qui au final seront consommés. Les plantes attractives, ça va être par exemple le sirop, la bière, le noisetier, les bleuets, les orties. Quelques exemples. Un pied d'artichaut, on voit qu'il y a énormément de pucerons. Si on regarde le capitule de ce pied d'artichaut, on ne voit pas grand chose, on devine qu'il y a un petit truc ici, là. Qu'est-ce que ça pourrait être? Si on ouvre un peu. Voilà. On ouvre un petit peu. Là, on a des larves de cire en fait. Ils vont être cachés dans la journée, dans le capitule. Et alors, voilà le larve de cire en action toute l'année, avec la consommation de pucerons. Et il y a aussi les coccinelles qui vont se rappeler. Et sur un pied de cire commun, si on zoome un peu, on voit qu'il y a un peu de pucerons. La qualité n'est pas super, donc on voit pas super, mais si on zoome encore, on voit que parmi ces pucerons, il y en a certains qui sont un peu plus globuleux, un peu plus luisants. En fait, ils ont été parasités. C'est les mauvais pucerons.
Et voilà, sur un pied de moutarde, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des pucerons, énormément de pucerons momifiés, des larves de coccinelle avec les pucerons, les larves de cire et la trace des larves de cire. On ne les voit pas forcément, mais la trace de leur présence, ça va être comme une tache d'encre. En fait, on va trouver sur le feuillage, au milieu des colonies. Cette tache d'encre, en fait, c'est leur déjection. Donc, tous ces auxiliaires, c'est super, mais après, il faut voir dans quelle extraction. Il y a un inventaire qui a été fait dans 3 régions d'Allemagne, entre 2008 et 2017, de 150 prairies, 146 forestiers. Il y a plus d'1 million d'arthropodes qui ont été analysés. Et le résultat, dans les prairies échantillonnées, la biomasse, l'abondance et le nombre d'espèces ont respectivement diminué de 67, 78, 34%. Dans les sites forestiers, c'est 41% de baisse de biomasse, 36% de baisse du nombre d'espèces. En gros, il y a plus d'un quart des espèces en 10 ans seulement qui ont disparu. L'une des raisons, on ne va pas les présenter ici, c'est notamment la destruction des habitats. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y aura une perte de refuge et de nourriture. Depuis 1910, pas depuis 1910, mais 1910, il y a près de 2 millions de kilomètres de haies qui ont été coupées. 70% des zones humides qui ont été asséchées depuis 100 ans. Il y a plusieurs millions d'hectares de prairies naturelles détruites et plus de 60 000 hectares de terres artificialisées chaque année. 60 000 hectares chaque année, ça correspond à 10 mètres par seconde de terres artificialisées. Donc tout ça, ça amène à une réduction et à une fragmentation des habitats favorables, ce qui est site de nidification, les ressources alimentaires, l'eau, et un isolement des populations, avec du coup une dérive génétique. L'exemple est net, on ne voit pas grand-chose, mais une campagne avec que des champs, que des cultures, et puis du tout de raccordement de réservoir. Là, vous dominez peut-être une forêt, et elle est totalement isolée au milieu du reste. Donc, il n'y a pas du tout d'échange, et ça va se trouver contenue. Voilà les cultures avant 1950, avec des cultures de trèfle qui venaient rentrer dans les rotations. Et les trèfles sont des endivaires qui vont donc venir apporter de l'azote, et en plus, les fleurs attirent énormément de pollinisateurs. Et on caricature avec, depuis 1950, des cultures de betteraves et des talus qui ne sont plus exploités et qui sont fauchés et à mettre seulement à terminer. D'un point de vue paysager, par rapport aux habitats, c'est que maintenant on se retrouve avec énormément de conifères et sous une forêt de conifères, dans un jardin. Dans un jardin d'espace où on n'a plus de conifères, on n'a rien au sol. C'est rempli d'aiguilles de pin, ça acidifie le sol. Et on se retrouve avec un sol qui n'est pas forcément adapté. Il y a quelques espèces qui vont vivre des conifères, mais quelques conifères c'est bien, et une forêt entière de conifères, c'est totalement autre chose. Les conifères, on les retrouve aussi dans les haies de cyprès, de tuya. Voilà, toutes ces linéaires, tout homogènes. Ça manque de diversité pour attirer caractéristiques de choses. Le choix des essences aussi est important, parce qu'il y a des espèces qui sont exotiques et toxiques. L'exemple marquant qu'on trouve notamment beaucoup dans Lyon, c'est avec le tilleul argenté. Ce tilleul-là, il a été importé notamment pour répondre au changement climatique, sauf que le nectar qui est présent dans ce tilleul n'est pas adapté aux abeilles de chez nous et est toxique. On veut bien faire répondre au changement climatique, sauf qu'on importe des espèces qui, elles, n'ont pas évolué avec les abeilles de chez nous. Le choix des essences, encore une fois, des espèces indigènes qui ont été modifiées. Ça, c'est des champs bleuets. Magnifique, les bleuets. Voilà un bleuet indigène, un bleuet spontané. Et voilà les bleuets qui ont été modifiés pour encore plus jolis, avec énormément de pétales et des couleurs différentes. Donc, ils sont jolis, ça c'est clair, mais sauf qu'ils sont beaucoup moins. L'accès au nectar, beaucoup plus difficile pour tous les pollinisateurs. Et cet exemple du bleuet, en fait, on le retrouve aussi sur d'autres plantes. Là, on a un chrysanthème. On a des chrysanthèmes. Le chrysanthème sauvage ressemble à ça. C'est une totale modification. Et le pollen n'est plus du tout accessible au milieu. Pareil pour les roses. Les rosiers sauvages ressemblent à ça. C'est une rosacée avec 5 pétales. On l'a modifié jusqu'à là. Et vous êtes une abeille, vous avez du mal à atteindre le pollen des nectars. Donc, comment faire pour maintenir cette biodiversité? Il faut inverser les causes de l'effondrement, donc en fait, rendre le gîte découvert. C'est simple, mais c'est ce qu'il faut faire. Il faut rendre le gîte découvert. Comment faire? Donc, avec une nourriture variée, avec une diversité végétale, de fleurs sans fleurs, étalée dans la saison.
des froids, de la matière morte et de l'eau, et des espaces et des matériaux pour permettre la nidification, le refuge, le garnage. Tout ça, c'est des zones de réservoir. Après ces zones de réservoir, on a besoin de corridors pour le déplacement. Le corridor, ça va être notamment avec les haies, par exemple. À plus grande échelle, en fait, ce qu'il faut voir pour cette découverte, c'est qu'il faut essayer de le gérer à l'échelle du paysage. Que ce soit dans les espaces agricoles, les bords de route, les espaces verts, les jardins, les résidences, les pieds d'immeubles. Donc en fait, il faut restituer une mosaïque d'habitat et diversifier les ressources de notification et d'alimentation. Ça passe par le lait, le bocage, la création de mares, des habitats en fait. Pour nous, on pourrait penser qu'il n'y a aucun intérêt, c'est notamment les sabliers, on les met des terrains à nu, un peu plus certaines abeilles, encore une fois, vont venir nidifier seulement dans des terrains à nu, dans des racineurs de pliages, dans des sablières. Il faut savoir aussi repérer les oiseaux, de mammifères pour les laisser un peu en paix. Les crises pour les papillons, donc des crises sportives, de ronciers, tout ça qui sont indispensables pour le bon nombre de papillons. Quelques aménagements, avec des aménagements en pierre, donc ça peut être un fibre en pierre pour venir délimiter une parcelle, un port de maison, de jardin, ça peut être un tas de pierre mis au bord d'une mare. C'est aussi la construction de spirales aromatiques, comme on a plutôt à l'éco-centre, avec un office aromatique qui va venir abriter dans les cavités tout ce qui va être reptiles et même insectes, et dessus des plantes aromatiques, type lavande, thym, romarin, pour venir apporter des fleurs et donc du nectar et du pollen. La création de marques, bon, des exemples de création de marques. Il faut aussi favoriser les arbustes à fleurs et à fruits indigènes, des types sureaux, du type ici, de l'anticide, si je ne dis pas de bêtises, plutôt que des espèces exotiques qu'on va tirer, on va finir par développer donc les crédits naturels. Donc, développer, ça veut dire les gérer de telle sorte qu'on va avoir plus de fleurs. En fait, les fleurs, les plantes à fleurs vont être plus présentes sur des sols un peu plus pauvres. Donc ça peut être géré en fait en faisant une fauche tardive et toutes ces fauches après l'exporter pour appauvrir un peu le milieu, permettant donc un peu plus de fleurs de développer. En fait, sur des sols riches, où il n'y a pas forcément d'exportation, on va entrer dans un cycle naturel qui va aboutir à beaucoup plus de graminées et après tout ce qui va être roncier, arbustes, pour finir après à une forêt, si on reste sur des dizaines d'années. En fait, la forêt, c'est le milieu stable de par chez nous, c'est le climax de chez nous. Tout environnement, toute parcelle qu'on laisserait libre, au bout d'un moment, elle se transformera en forêt. Et ça passe donc par les fleurs, après beaucoup plus d'abondance de graminées. Les bords de route aussi peuvent être gérés différemment. Là, il y a pas, sur les talus, il n'y a pas forcément besoin d'exportation. L'exportation, naturellement, avec le ruissellement, la gravité, en fait, tout va redescendre. Donc, c'est juste limiter les fauches, limiter les fauches, la hauteur et le nombre, et essayer de les retarder au plus. Voilà, quand la plupart des fleurs ont déjà fait leur cycle. Et voilà, c'est l'exemple là aussi, c'est on laisse les fleurs fleurir, et après, si besoin, parce que risque peut-être d'accident de chaque jour, on fauche, mais on essaie le maximum de la retarder. Privé naturellement en milieu urbain, voilà un exemple à la Croix-Laval, où des espaces sont laissés en libre végétation et il y a des justes fauchés pour les chemins et autour des arbres pour que les personnes puissent venir. Voilà un milieu urbain, donc ça c'est à Sermonade, en plein milieu là-bas. Ça joli. Voilà le couvert parfait pour tout ce qui est insectes et pollinisateurs. En ville, c'est possible aussi avec ce qu'on appelle la micro-implantation florale. C'est on va créer des petites fissures dans le béton, ou sans créer de fissures, c'est juste laisser la végétation spontanée se développer. Ça crée des petits spots en pas japonais où on va avoir un peu de végétation un peu partout. Sur les murs aussi, et sur les toits, avec notamment le lierre, ici. Et quand on zoome, voilà les fleurs de lierre. Le lierre est hyper important, hyper intéressant parce que la fleur est assez tardive. Donc on va arriver dans la période de floraison.
Et c'est pareil, c'est une fleur. En fait, la période de floraison est tardive, il y en a beaucoup moins, donc le lierre arrive à un moment donné où la diversité de fleurs se réduit, donc hyper intéressant. Il y a des problèmes quand ça grimpe sur les murs, notamment quand ça arrive au toiture, mais il y a des moyens de gérer en un coup, ou alors en ne faisant pas pousser le lierre directement sur le mur, mais en mettant un petit grillage à une dizaine de centimètres pour qu'il grimpe sans arriver sur le mur. Donc les solutions sont simples, elles sont fondées sur la nature, c'est utiliser les ressources disponibles, donc des espèces indigènes d'origine locale, adaptées au milieu, déminéraliser partout, remettre de l'eau à l'air libre aussi, par un petit tube d'eau dans lequel il y aurait l'air de moustiques, notamment qui se développerait, mais c'est essayer de recréer des mares dans lesquelles il y aurait tout un équilibre avec des prédateurs, justement des moustiques, pour venir limiter, voire totalement anéantir les populations de moustiques. C'est vraiment la situation des milieux. Puis, en fait, le plus simple, c'est où on se repose et on laisse faire. Favoriser le sport. Quand on veut planter, quand on veut développer les fleurs, l'objectif c'est de favoriser le spontané, on laisse faire ce qui existe. Ou là, on récolte des graines dans l'environnement proche. Ou alors, on utilise le végétal local, donc qui est une marque collective de l'Office français de la biodiversité. Et en bonus, on essaie d'inciter les pépiniéristes à produire des essences locales. Voilà, végétal local. C'est une marque sur laquelle on ouvre Flexicole. C'est des marques qui permettent en fait de s'assurer que les végétaux qu'on va récupérer sont adaptés à nos milieux avec donc, des régions différentes, le Rhône, le Massif central, par chez moi, par la Bretagne, et tout ça. La plantation de haies, c'est hyper important justement pour relier ces réservoirs, donc créer les corridors. C'est en milieu rural, pardon. Là, on a un exemple d'une plantation qui a été faite il n'y a pas longtemps en viticulture. Mais c'est aussi en milieu urbain. Et en milieu urbain, on a d'autres problématiques. La problématique notamment par rapport au bord de route, par rapport au voisinage, mais rien n'empêche de gérer sur les premières parties en une haie taillée et rognée et en laissant un peu plus derrière. Ça n'empêche pas du tout la visibilité, notamment pour les voitures. La haie, c'est un habitat naturel pour certains animaux, pour une grande quantité d'animaux. Sauf que il y a certains animaux, on va prendre par exemple le pygmée chicorcha, qui va se nourrir d'insectes. Il peut seulement aller jusqu'à 50 mètres au-delà de la haie. Donc il ne va pas vraiment aller super loin dans la parcelle. Donc en fait, si une haie est totalement isolée, la pygmée ne va pas vraiment aller permettre. D'où l'intérêt d'avoir des haies un peu partout, un vrai maillage pour permettre de passer de haie en haie sans se retrouver bloqué par 4 hectares d'une parcelle. En résumé, en fait, il faut adapter une gestion écologique des milieux, connecter les espaces entre eux, planter des espèces indigènes et locales, végétaliser partout avec un choix d'un forestier approprié pour l'alimentation, la mise en place d'habitats favorables pour la nidification, pour retarder, décaler, limiter le nombre et la hauteur des couches, laisser les zones en jachère en friche, en libre évolution, et après laisser des micro-habitats tels que les bois morts pour les décomposeurs, des vieux arbres aussi, des tas de tiers sur site. Donc en fait, chacun peut jouer ce rôle-là, que ce soit des espaces verts, l'agriculture, les jardins privatifs, les entreprises, les collectivités. L'objectif, c'est que tout le monde rétablisse la mosaïque d'habitat pour rendre le gilet ouvert afin de favoriser la biodiversité et les auxiliaires de culture. Je vous remercie pour votre attention.